Bienvenue Anne sur mon podcast No Rules. Bravo pour ton brushing, bravo pour le gloss. Merci Cédric, merci pour l'invitation. Ouais. C'est bon, tu révèles déjà les backstage en fait de ce qu'on Ah s'est ben dit non, mais avant. là, j'étais obligé de révéler les backstage parce que c'était la conversation qu'on avait juste avant de démarrer. Non, non, mais il faut savoir que Anne ne se voit pas pour se concentrer sur nous. Et là, je vais tout dire, tu sais. Non, allez, on y va. Je me permets ce petit moment de rigolade parce que Anne, euh, on se connaît depuis 3-4 ans, on se suit. Et une des raisons pour laquelle je voulais t'inviter, il y en a plusieurs. Et évidemment, je vais te laisser te présenter après. Mais je tenais à les dire. La première, c'est parce que bah, tu fais partie de la bande de Joyeux Luron qui s'est formée à la PNL il y a 4 ans, avec qui on a gardé, mine de rien, quand même des contacts Ouais. avec certains. C'est quand même une des rares formations où il y a quand même, il y a un truc qui s'est créé là-bas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, bah, on crée des liens, ouais. on a quand même créé des choses intéressantes. La deuxième chose, c'est que euh, je trouve que tu as une personnalité qui déménage au bon sens du terme, et j'adore ça. Ok. Non, mais je te le dis, c'est vrai, et je l'avais deviné, entre guillemets, à ce moment-là, lors de la formation, mais je l'ai aussi découvert à travers ton contenu, quand tu oses aller la montrer. Et je trouve que ce que tu fais récemment sur Instagram, c'est vraiment, vraiment cool, j'adore. Et puis la troisième chose, parce que bah, tu as quand même une particularité, c'est que tu as beaucoup accompagné de sportifs, trailers, préparation mentale et tout. Et comme moi, c'est un domaine qui me passionne, bah, c'est un sujet qu'on ira sûrement aborder. On verra. Bref, trois raisons et bien d'autres qui me font me dire que j'avais envie de t'avoir dans ce podcast. Et donc, je vais commencer par une question qui te Ouais. permettra de te présenter. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois? Ah, intéressant comme ça, merci. Tu vois, je m'étais pas préparée à ce genre de questions et c'est hyper intéressant. Il était une fois une petite meuf un peu différente de son cadre familial qui a tout fait à l'inverse de ce qu'on lui a demandé et qui a grandi en s'enrichissant des rencontres, des partages, qui a chopé les opportunités comme elles se présentaient, qui s'est mis dans le dur un paquet de fois et qui aujourd'hui kiffe sa vie en faisant ce qu'elle aime. J'adore. Quand tu dis qu'il s'est mis dans le dur, tu as des exemples? Ouais, bah alors je vais pas forcément raconter toute ma vie, mon œuvre, mais déjà je suis issue d'un cadre familial où tout le monde est médecin chez moi. D'accord. Je suis la petite dernière, donc la seule fille d'une fratrie avec deux grands frères qui sont plus vieux que moi, des parents qui sont médecins, deux frères qui ont fait médecine. Et moi, j'ai choisi un tout autre parcours. En l'occurrence, moi, j'ai choisi le sport. Donc, j'ai un parcours de sportive dans une démarche de performance. Je suis ancienne cavalière de saut d'obstacle. Et rapidement, j'ai été étiquetée dans la famille comme la sportive de la famille. Il y avait les intelligents et il y avait la sportive. Et du coup, rien que ça, déjà, moi, ça m'a mis dans le dur en termes d'identité, parce que les étiquettes, ça a de l'impact sur ce qui se passe pour les gens derrière. Et ça m'a mis dans le dur parce que j'ai eu du mal à me construire en parallèle de ce qui était normalement le cadre de ma famille, avec un certain nombre de croyances qui pouvaient être limitantes ou aidantes. Et moi, j'ai dû déjà me construire un peu différemment en dehors de ce cadre-là et avec l'étiquette qu'on m'avait collée. C'est quoi les croyances dominantes qu'il y avait dans ta famille? Bah que déjà, il y avait des croyances qui étaient liées à la position de la femme. Donc, Ok. même si ma maman était médecin, avait son cabinet, elle était quand même, comment dire, le support de la réussite de mon père. Et puis, à côté de ça, il y avait, bah, pour réussir dans la vie, il faut avoir un bon boulot. Et un bon boulot, c'est médecin ou avocat. Hmm. Enfin, en dehors de ça, il y avait une difficulté à voir ce qui pouvait se passer ailleurs. Et du coup, bah, toi, quand tu te construis en parallèle de ça et que tu n'as pas du tout envie ni d'être médecin ni d'être avocat, ben, en fait, naturellement, tu te mets un peu dans le dur parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va t'aider à avancer, quoi. Faut trouver les leviers par toi-même pour avancer et t'affirmer, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es construite en opposition à ça? Je pourrais pas vraiment le dire. Je pense que naturellement, en fait, depuis la petite enfance, j'ai un petit côté un peu rebelle, je pense, qui était lié, bah, déjà, j'avais deux grands frères qui me menaient la vie dure. Bon, c'était réciproque, hein. Mais je pense que j'ai eu un côté un peu battante, limite baston même. Et puis, j'ai eu besoin de m'affirmer, en fait. Je pense que j'ai eu besoin d'affirmer une identité différente pour exister. Et du coup, ça m'a fait grandir un peu différemment, quoi. Donc, naturellement, en fait, j'ai affirmé une posture différente. Et parfois en faisant un peu des conneries, quoi.
C'était un cadre masculin, du coup, masculin et patriarcal, du coup? Enfin, je me Alors, permets une interprétation, c'est peut-être pas la bonne, hein. alors oui et non, mais tu as raison de l'interpréter comme ça. En fait, avec le recul, maintenant, tu sais, maintenant que je vais avoir 45 ans dans quelques jours, tu vois, Tu le fais donc je vais pas. un peu analyser. C'est le brushing, Et le le gloss. gloss. Avec le recul, maintenant, je pense que c'était plutôt un cadre matriarcal et qu'en fait, celle qui Ah, tenait la maison, c'était plutôt ma mère. Mais qu'effectivement, il y avait des croyances un peu anciennes encore. Donc, hmm, j'ai des parents, enfin, pardon. mon père va avoir 80 ans, ma mère est plus là, mais elle aurait eu à peu près le même âge. Ok, Et du coup, il y avait encore une vision de la vie qui était un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui. ouais. Et c'est quoi ton identité aujourd'hui? Tu dis que tu t'as construit une identité, tu as dû t'émanciper un peu pour une identité. C'est quoi aujourd'hui cette identité? Bah, moi, aujourd'hui, tu vois, la manière dont je me définis, c'est authentique, spontanée, un peu brute de décoffrage, poil à gratter, qui prend des risques, hein, vraiment. Et puis qui décide un peu de ce qu'elle veut et de ce qu'elle fait, quoi. C'est C'est no marrant, rules, quoi. ça me parle. Euh, est-ce que tu dirais, j'aime pas les questions fermées, mais elles sont intéressantes quand même. Est-ce que tu dirais que tu as ce côté, je vais oser, garçon manqué? Ouais, j'ai été longtemps définie comme ça. Ok, Et finalement, ça m'a bien été, ce côté-là. ouais, Parce que bah, je viens d'un sport, je te l'ai dit, j'ai fait de l'équitation de saut d'obstacle. C'est un sport qui, à l'époque où je pratiquais, c'était un sport très masculin. Enfin, plus tu montais en niveau, enfin, plus montais en niveau et moins il y avait de femmes. Et c'était un milieu très, très macho et assez rude. Et finalement, le côté un peu garçon manqué m'a permis de me positionner et de pas me laisser marcher sur les pieds à certains moments. hmm. Donc ouais, C'est, ouais, je suis un peu grande, j'ai un peu un petit côté garçon manqué, ouais. bah ça revient dans. En tout cas, tu as un champ lexical qui est connoté. Tu parles de. Tu dis, t'as dit, je suis une meuf. T'as commencé par meuf, t'as pas dit fille ou femme, t'as dit meuf. Rebelle, mais c'est ok, hein, ça t'appartient, c'est ok. Et moi, je trouve ça cool. Et du coup, c'est que ça fait effectivement partie de ton identité. Mm. Qu'est-ce que tu retiens de cette période de vie? Beaucoup d'apprentissage. Parce que, alors il y a plusieurs manières de se construire évidemment, mais finalement grandir contre et apprendre dans l'adversité, ça permet aussi de tester des choses nouvelles. Et moi j'en retiens beaucoup d'expérimentation. Hmm. Alors des fois avec des moments un peu moins cool, mais j'ai beaucoup expérimenté, j'ai testé pas mal de choses. Et finalement, le fait de sortir du cadre qu'on attendait de moi m'a permis à un moment, une fois que finalement j'étais la rebelle de la famille, bah, ça m'a permis de tester des trucs que j'aurais peut-être pas testés si j'étais restée dans le cadre qu'on m'imposait. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne m'éclaterais peut-être pas autant dans ce que je fais. Hmm. Donc, moi, j'en retiens finalement que du bon. Enfin, tu vois, j'ai aujourd'hui un caractère un peu fort qui est assumé. J'en ai même fait mon identité professionnellement. En fait, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le fait d'expliquer la manière dont je vais accompagner. Et ça, je pense que je l'aurais pas si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Ouais, et je vais donner un autre petit backstage qui traduit ce que tu dis. Quand je t'ai proposé de passer sur le podcast, tu m'as dit, je rigole, tu m'as dit, bah, avec plaisir, mais je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, donc tu m'as dit un truc comme ça. Et j'ai adoré, parce que moi j'adore la contradiction, et puis en plus, enfin ouais, j'ai adoré. Et je trouve ça courageux déjà de le dire. Et encore une fois, ça se traduit par plein de petites choses, ce caractère, cette personnalité que tu as, et que moi j'apprécie beaucoup, et que tu montes de plus en plus sur les réseaux. Je me permets une appréciation sur ce que tu fais. Et aujourd'hui, tu le cultives, tu en joues un peu de ce côté rebelle, garçon manqué, on appelle ça comme on veut, peu importe, toute cette étiquette? Non, je le cultive pas, mais je l'assume. Ok. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai quand même voulu essayer de rentrer dans une case de ce qu'on attendait de moi. Hmm, ok, Notamment dans ma carrière pro. Enfin, peut-être on en reviendra un peu sur mon parcours, bien sûr. mais j'ai été manager dans la distribution pendant de nombreuses années avant de devenir coach. Et en fait, quand tu bosses dans la grande distrib, on coche des cases à la fin des années, tu vois. Faut respecter quand même ce qu'on attend de toi. Et donc, je me suis un peu conformée pendant longtemps à ce qu'on pouvait attendre de moi. Et ça n'a pas toujours été évident bah, d'assumer ce côté un peu brut, un peu authentique, avec les avantages et les inconvénients. Donc aujourd'hui, non, j'en joue pas.
C'est pour la première fois depuis, je pense, très longtemps, j'assume en fait plutôt la manière dont je fonctionne. Comment on fait pour assumer la manière dont on fonctionne quand elle est un peu différente? Bah, déjà, on fait de la PNL pour se libérer de ses blocages et de ses croyances limitantes. Ça aide? Ça aide pas mal. Moi, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et puis, toi, t'en parles beaucoup du fait de laisser le regard des autres au regard des autres. Moi, j'aime beaucoup ton expression quand tu dis la vie des autres, c'est la vie des autres. Hmm. Ça me parle beaucoup. Et je me rappelle régulièrement qu'en fait, si on me fout dans une pièce avec 10 personnes face à moi, je vais faire exactement la même chose. Les 10 penseront un truc différent. Et ça, moi, je me le rappelle régulièrement, c'est que finalement, peu importe ce que je vais faire, ça, moi, je suis responsable de ce que je fais, mais je suis pas responsable de ce que les gens pensent. Et ça, Hmm. c'est vraiment devenu mon mantra, en fait. Je veux dire, en Ouais. fait, si ça plaît, c'est cool. Si ça parle, si ça peut inspirer, si ça peut aider, c'est chouette. Et puis ceux qui aiment pas, bah, en fait, c'est comme quand t'aimes pas les choux de Bruxelles, t'en prends pas au resto et puis terminé, quoi, tu vois. Tout de suite l'exemple que personne n'aime. Ouais, ouais, j'en ai mangé hier, tu vois. Ouais, Comme mais en quoi, il y a que plus, les cons qui changent pas d'avis. quelle place la notion de responsabilité, tu lui donnes quelle place dans ta vie, dans ton coaching, dans tes accompagnements? Alors, elle est très, très importante pour Hmm. moi. Et justement, ça a été un déclic pour moi. Quand je me suis rendu compte que j'étais responsable de la manière dont se passaient les choses pour moi et la manière dont je vivais ce qui se passait dans mon environnement. Et je me suis un peu remise au centre de ma vie à ce moment-là. De me dire, en fait, oui, il y a des trucs pas cool qui arrivent. Il y a un contexte qui est pas cool. Par contre, la manière dont moi je vais intervenir face à ce contexte, ça, j'en suis pleinement responsable. Et c'est vraiment ce que je transmets aux personnes avec lesquelles que j'accompagne. Ok. Tu en parleras peut-être de sportif, mais un mec qui est en train de faire un ultra, et tu le sais sûrement mieux que moi, parce que moi, j'ai jamais fait d'ultra. Mais en fait, des fois, tu vas te prendre de la grêle, tu vas te casser la figure dans une descente, ça va être difficile, tu vas avoir de la boue, tu vas perdre tes pompes dans la boue, ça c'est l'expérience. Tu n'es pas responsable du contexte. Par contre, la manière dont tu vas réagir face à ce qui t'arrive, ça, t'en es pleinement responsable. Hmm. Et pour moi, c'est un levier énorme en fait. Moi, j'aime bien en fait quand les gens, que ce soit en coaching entreprise ou en accompagnement particulier, quand ils font la liste de tout ce que les autres leur font. Moi, j'aime bien rappeler, bah, en fait, et toi là-dedans, de quoi tu es responsable en fait. Ouais, j'aime beaucoup. Et c'est hyper important pour moi. Ça fait partie des leviers en fait. Tu es responsable de ton évolution, de ton acquisition de compétences, de la manière dont tu réagis. Et ça, pour moi, ça, c'est vachement transformateur en fait. Ouais, bah, je partage, moi c'est un point qui est fondamental dans la vie, dans ma vie et dans la manière dont je fonctionne au niveau professionnel. Je suis comme toi. Je considère qu'on est responsable de ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense, que la souffrance de l'autre n'est pas la nôtre et que notre souffrance n'est pas la sienne non plus. Mais c'est pas évident cette notion de responsabilité. En plus ça vient répercuter avec les problèmes enfin le triangle de Karpman et tout que tu connais très bien. Ouais. Mais bah allons-y, tiens. Comment tu kiffes ta vie aujourd'hui? Comment t'as fait ta transition pour kiffer ta vie? Ben moi, ma transition, elle s'est faite il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais. Donc moi, j'ai un parcours de manager dans la grande distrie. Parce que sportive dans une démarche de performance et ayant fait des études de management, ben, en fait, j'ai été chassée par Decathlon, j'étais même pas encore diplômée. Donc, je suis rentrée comme responsable de rayon à l'époque chez Decathlon, avec l'avantage de ce genre de boîte qui est juste génial, c'est que on te fait avancer, quoi. Après, dans un cadre et dans un microcosme et dans un petit moule qui paraît assez cool vu de l'extérieur. Ouais. Et moi, j'ai été pendant 7 ans chez Decathlon et j'ai évolué avec un parcours assez classique. D'une petite équipe de 3 personnes jusqu'à 65 personnes à manager. Ah, quand même, 65. Ouais, ouais. Moi, j'étais sur un gros magasin, j'étais responsable de la ligne caisse, donc de tout le service client. Et j'avais en plus la gestion du personnel. Donc, j'avais tous les responsables de rayon à manager sur la partie RH. Waouh. Donc, moi, j'ai adoré. Enfin, Ouais. j'ai vraiment adoré ce métier. Et c'est là que j'ai compris l'importance du coaching, que j'appelais pas encore comme ça à l'époque. Mais j'ai eu un premier manager qui était juste incroyable et qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a appris à questionner. En Qui quoi il m'a t'a inspiré, appris. juste? Hmm. En quoi il t'a inspiré, pardon, excuse-moi? Il m'a inspiré dans sa manière de manager et dans sa manière de faire émerger les solutions Ok. chez les autres.
Parce que moi, j'ai été, quand je suis rentrée chez Decathlon, j'ai été recrutée sur le rayon nature, parce que j'étais cavalière, donc ça paraissait logique. Et puis au bout de 3 mois, on m'a balancée sur les sports nautiques. J'étais bien balancée, parce que c'était le magasin de Quimper. Donc, sport nautique à Quimper, c'est une énorme part magasin et c'était un rayon qui passait de 7 collaborateurs l'hiver à 35 l'été. Donc, niveau formation délégation, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout contrôler, tu es obligé de faire faire. Et donc, il m'a beaucoup accompagnée dans ma capacité déjà à recruter. Donc, il m'a beaucoup aidé sur le fait ouais, de lire en l'autre sans présupposer, d'aller questionner quand on voit des trucs. Et puis, dans la capacité à faire émerger des solutions. Et j'ai vu à quel point c'était puissant, quoi. Enfin, je me rendais bien compte qu'en faisant comme ça, non seulement les gens ils se responsabilisaient, que Mm. moi finalement j'avais plus qu'à venir vérifier que ça allait et qu'ils prenaient du plaisir dans ce qu'ils faisaient. J'avais plus qu'à fêter les victoires avec eux. Enfin, je trouvais ça cool. Moi, j'avais l'impression même que manager c'était un boulot de feignant, hein. Mais plus on le rend feignant, mieux on est comme manager. Il paraît, moi c'est ce que je dis dans mes formations aujourd'hui. Je dis le jour où en fait vous pouvez partir en vacances pendant 2 mois et que personne vous appelle et que tout roule, c'est que vous avez fait le taf. Je suis d'accord. Et c'est là que j'ai compris vraiment ce pouvoir-là. Du Et, questionnement, et du j'ai coup. voulu vraiment devenir. À l'époque, je pensais que c'était formatrice. Mm. Donc, je suis devenue formatrice en interne. Ok. Et j'ai pris énormément de plaisir aussi dans la transmission. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, en fait, quand je serai grande, je voudrais bien former des gens, quoi. Et à l'époque, j'étais encore chez Decat et j'ai postulé par courrier. Il faut quand même le dire, hein, 45 ans dimanche, j'aurais, hein, tu vois, je suis encore une bonne vieille. Par courrier, j'ai envoyé 250 lettres de candidature avec, j'ai léché tous les timbres, Cédric. Non, arrête, J'ai bravo. léché Mais je tous l'ai les fait aussi, timbres. je te rassure. Et en fait, j'ai appelé enfin, j'ai envoyé des CV dans tous les cabinets de Ah, conseil RH de la région lyonnaise, parce que j'habitais à Lyon à l'époque. Et j'en ai un qui m'a rappelé. sur les 250. Ouais, j'en ai un seul qui m'a rappelé. J'ai passé un entretien, ça s'est hyper bien passé, mais ils m'ont dit, vous êtes trop verte, quoi. Enfin, trop, vous manquez de maturité. Vous sortez de chez Decathlon, vous avez vu que ça. Decathlon, c'est le monde des bisounours. Vous avez besoin d'aller vous faire la main ailleurs, quoi. Et donc, je suis devenue responsable de boutique dans le retail pour une ancienne marque du groupe Vivart, San Marina, à la Part-Dieu à Lyon. Ok. Donc, avec un autre challenge, une équipe plus petite, mais le monde de la boutique, c'est encore différent. Et j'ai rappelé ce cabinet tous les ans, Ah ouais. jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus et qu'ils me recrutent. Et du coup, j'ai fait la transition comme ça. J'ai passé 1 an et demi en cabinet. Ça a été horrible, l'enfer, plus jamais, never Pourquoi? ever. Pourquoi? Parce que j'avais un patron qui était archi directif, archi dans le contrôle. Moi, j'ai un profil difficile à manager. Je suis consciente aujourd'hui, puis j'ai besoin de créativité, de faire à ma manière, enfin de mettre ma patte, enfin voilà, sinon j'arrive pas quoi. J'ai besoin de m'approprier les trucs. Et il était hyper rigide. Hmm. Et c'est très compliqué pour moi. Et en plus, pas exemplaire, donc ça, c'était l'enfer pour moi. Je veux bien être un peu rigide, mais à ce compte-là, c'est je dis, je fais, quoi. Ouais. Et au bout d'un an et demi, j'ai bien compris que de toute façon, je gagnais pas forcément très bien ma vie et je faisais exactement ce que j'allais faire si je montais ma boîte. C'est-à-dire que je démarchais toute seule. Je faisais mes devis, mes programmes de formation, j'allais dispenser les formations et j'allais jusqu'à la facturation. Je me suis dit, en fait, bah, tant qu'à faire, allons-y toute seule, quoi. Hmm. Donc ça t'a servi à te lancer en fait. Ouais, ça m'a servi à me lancer. Et en parallèle, en fait, mon mari, en fait, chopait un projet dans le Cantal, région dans laquelle on habite aujourd'hui. Et du coup, on a tout plaqué à Lyon. On a monté 2 cabis la même année. On a, Ah ouais. ouais, 2 boîtes la même année, chacun la sienne. Et moi, j'ai monté la mienne, lui la sienne. Et la transition s'est faite comme ça. Et dans le Cantal, quoi. La région la Et plus proche de là où la météo. ouais, ouais, vu de l'extérieur comme ça, c'est un peu fou, ouais. Dans le Cantal, ouais. Dans une Et, station de moyenne montagne. et attends, parce que j'ai un parcours un peu similaire, mais et du coup, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez traversé. Parce qu'avec ma femme, on a fait la même chose, on s'est lancé tous les deux. Comment vous avez traversé cette phase-là précise de, allez, on change de vie, quoi, et puis on prend les risques et on y va. En fait, et ça fait partie de la manière dont je vois la vie, euh, on ne s'est pas posé de questions. En fait, moi, je suis quelqu'un qui suis dans l'action. Hmm. Des fois, ce serait bien que je réfléchisse un peu.
Mais en fait, il y a le côté, à partir du moment où il y a du mouvement, ça va, quoi. Ok. C'est bouge, avance, et en fait, il y aura des turbulences, mais quand il y en aura, on se demandera quel est le problème, on identifiera qu'est-ce qu'on a comme ressources à l'instant T pour y faire face, et on trouvera une solution. En fait, je suis persuadée qu'il y a toujours une solution, en fait. Et c'est quoi c'est quand la dernière fois que tu as été dans l'action et où et du coup ça a marché justement? Bah, tout le temps. Tout le temps, ouais. Bah, après, ça marche plus ou moins, mais pour moi, quand il n'y a pas de mouvement, c'est compliqué, en fait. J'ai Ok. besoin de faire, j'ai besoin de mettre les mains dedans, de voir ce que ça donne, et si jamais ça marche pas, bah, on va faire différemment. Ouais, c'est mon côté très, très dans l'expérience. Et ça a des fois l'avantage, il y a des avantages quand même à pas se poser de questions des fois. Hmm. Moi, je suis presque un convaincu ou un converti, peu importe l'expression, mais je sais jamais laquelle. Non, non, mais moi, évidemment. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision aussi. Et du coup, donc, vous avez fait ce choix de passer à l'action, de Ouais. lancer quelque chose qui vous plaisait, et on advienne que pourra, grosso modo, même s'il y a toujours une part de réflexion, évidemment, c'est pas le hasard. Toi, tu avais cette expérience. Donc, tu as commencé par te dire, je vais lancer, je vais devenir formatrice et je vais prospecter mes clients qui sont peut-être déjà dans mon réseau, en gros. Ouais, exactement. En fait, je suis partie du cabinet avec des clients que j'avais. Donc Quand ça tu a dis avec, été ça veut une... dire quoi? Pardon? Quand tu dis avec, ça veut dire quoi? Bah, en fait, j'ai négocié mon départ et en fait, il y avait des clients que j'avais prospectés moi-même et développés moi-même. Et j'ai réussi à les emmener avec moi, c'est-à-dire que les Ah oui, projets qui étaient signés sur l'année suivante, bah, j'ai réussi à les emporter en partant, quoi. ah, cool ça. Donc ça a été très aidant. Les conditions dans lesquelles elles sont faites n'étaient pas ouf, mais en tout cas, je savais que j'avais déjà un levier de chiffre d'affaires Hmm. qui était posé. Donc ça a été une grande aide. Et puis après, je me suis formée au coaching et à d'autres techniques parce que je me suis rendu compte que ça avait un vrai intérêt d'avoir la posture de coach aussi en entreprise et que c'était différent de la posture de formateur. En quoi pour toi c'est différent? Bah, le formateur, il va apporter des outils, des solutions, il va apporter de la compétence. Et le coach, il va faire émerger la compétence. Hmm. C'est joliment C'est, dit. pour moi, c'est ça. Moi, j'arrive, quand je suis formatrice, hein, je suis un peu Dora l'exploratrice, j'arrive avec mon sac et des outils à l'intérieur. Quand je suis coach, j'arrive les mains dans les poches et je pose les questions pour que les outils sortent de la personne, quoi. Et aujourd'hui, dans ton activité, tu fais principalement quoi? D'ailleurs, tu es de qui à faire quoi? Tiens, question que j'aime bien poser. Je suis pas sûre que ça va te plaire, Cédric. C'est là où, c'est là où arrive la contradiction. Parce que moi, c'est pas que j'ai pas de cible, Mais t'as le mais droit de ne pas en avoir. j'aide toutes les personnes qui ont envie d'être bien dans leur basket et équilibrées pour performer dans n'importe quel domaine. Et la performance étant pour moi la pleine exploitation de son potentiel à un instant T. Et ça peut être du coup un manager, ça peut être un DG, ça peut être n'importe qui dans l'entreprise à qui je vais permettre de donner le meilleur de lui-même dans le cadre dans lequel il intervient. Et c'est pareil dans la partie sportive et c'est pareil avec mes particuliers. Le mot performance, c'est un mot que tu avais déjà utilisé et qui revient, et qui est, on imagine, bien lié à ton passé de sportive. Alors, tu as dit que la performance était je sais pas le plein potentiel, enfin, faire Ouais. émerger le plein potentiel des personnes. Mais c'est quoi pour toi la performance et comment tu fais en sorte qu'une personne puisse la faire émerger? Euh, alors déjà, moi, je travaille beaucoup dans un sens qui est un peu différent de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de coachs partent de la fixation d'objectifs. Mhm. Tu vois, je viens de rendre un bouquin à une maison d'édition sur le sujet, un bouquin qui s'appellera Arrêtez de vous fixer des objectifs. T'as crédit? Et ouais, Ah bah, tu nous lâches ça comme ça, toi. bah, je On t'enverrai une deviendra version fait. dédicacée en mars, Ah, Cédric. j'espère. Mais non, mais c'est Ouais, pas tu pourras anodin. caler ta porte avec. Je le lirai d'abord. Pardon, je t'ai coupé, mais parce que quand même, ça va être intéressant d'y revenir. Donc tu dis arrêtez de vous fixer des objectifs. C'est ça Ouais, le titre du livre. ouais. C'est-à-dire que Ok. moi, je considère que fixer des objectifs, c'est partir de la fin du chemin. Ouais. Et du coup, moi, j'ai appris ou compris au fur et à mesure du parcours et de l'expérience que c'était plus intéressant de partir d'un existant. Ok. Et moi, souvent, c'est ce que je demande aux gens, c'est aujourd'hui, avec les compétences que tu as identifiées, ce qui sont
le cumul de toutes tes expériences et de tout ce que tu as appris tout au long de ta vie, avec ça, là, tout de suite, tu es capable de faire quoi? Dans Mm. ton domaine, tu es capable de faire quoi avec ça? Et souvent, ce que je prends comme métaphore, c'est celle du placard. Enfin, bon, voilà, genre, on est dimanche après-midi, tu as envie de faire un gâteau. T'habites pas à Annecy et du coup, il n'y a rien d'ouvert. Et bah, si tu as envie de faire un gâteau, le premier truc que tu vas faire, c'est tu vas ouvrir ton placard, tu vas regarder ce qu'il y a dedans Mm. et tu vas dire bah, qu'est-ce que je suis capable de faire comme gâteau satisfaisant dans l'instant avec les trucs que j'ai de disponibles. Mm. Et pour moi, tout fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si tu choisis de faire un gâteau hyper chiadé, une pièce montée avec de la chantilly, des fraises coupées en rosace, et que parce que ça c'est ton objectif et que tu ouvres les placards que tu n'as rien de ça, bah soit tu vas être frustré, soit tu vas rien faire. Mm. Et moi je préfère partir de ce qu'on a dans les placards et on dit bah avec ça, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et maintenant qu'on sait ce qu'on est capable de faire, quelle recette on construit pour arriver là? Ouais, c'est intéressant. Parce que souvent, la pression mentale est liée au fait que l'objectif soit trop haut par rapport à ce qu'on peut réaliser. Ouais. Et qui soit souvent cumulé à d'autres objectifs dans les autres domaines de vie et qu'on ne se rende pas compte que tout cumulé, ça passe pas, quoi. Ouais, c'est vrai, en plus, il y a cette notion-là. Et du coup, donc tu as cette méthode un peu, quelque part, tu pars du début et pas de la fin, en mode pas à pas, en fait, prends l'existant et on va déjà voir ce qu'on fait avec ça. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que tu accompagnes comme ceci? Alors, c'est venu de l'accompagnement des sportifs. Ok, C'est quelque chose que j'ai compris il y a maintenant un peu plus de 3 ans. ouais. Je me suis rendu compte que les sportifs se mettaient énormément de pression sur les objectifs qu'ils se fixaient. Mm. Et que la plupart du temps, quand bien même ils avaient fait leur prépa correctement, ils avaient suivi exactement le plan d'action et tout était normalement aligné pour que ça se passe bien, le fait d'être trop focalisé objectif le jour J leur faisait perdre leurs moyens. Et puis en plus, souvent, ils avaient tendance à vouloir être bons partout. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du trail que tu connais bien, rares sont ceux qui sont à la fois très bons en montée, très bons en descente, sur le technique, sur le roulant. Enfin, il y a des choses dans lesquelles tu es plus forte que d'autres. Et le fait de finalement focaliser les personnes, même des sportifs de haut niveau qui cherchent la performance, sur le process, sur leurs compétences et sur la manière dont ils vont les mettre en œuvre, bah, ça produisait un meilleur résultat que si on pensait qu'à l'objectif. Ok, ah, c'est super intéressant. Et c'est parce que du coup, donc tu accompagnes enfin, plusieurs typologies de personnes, mais avec une méthode bien précise, et dont les sportifs. Euh, comment t'as accompagné qui, tiens, dans les sportifs? Alors, j'ai accompagné beaucoup de trailers, Ouais, dont Baptiste Chassagne, qui est un des ouais. plus connus C'est que tu me cette fais année. rêver là, hein. C'est le deuxième de l'UTMB cette année pour ceux Ouais. qui savent pas. Donc, pas mal de trailers. Donc, il y en a certains dont je ne peux pas donner les noms. Voilà, Baptiste, il en a parlé sur les réseaux, donc c'est OK. Voilà. J'accompagne aussi dans d'autres sports. Ouais. Enfin, aujourd'hui, j'ai une personne qui fait du canicross. J'ai accompagné dans le kayak, dans l'athlé. J'ai plusieurs athlètes de très haut niveau. J'ai fait du wakeboard, du golf, du tennis. Donc, j'accompagne dans tout type de sport. Mhm. Plutôt des sports individuels pour l'instant, mais parce que j'ai pas eu l'opportunité de faire du collectif. Ok. J'accompagne des personnes en entreprise, alors Ouais. plutôt des managers, mais peu importe la strate hiérarchique, plutôt des managers, sur le développement de leur posture. On parle beaucoup de leadership. Et puis j'accompagne des particuliers qui ont aussi, eux aussi, envie de kiffer leur vie. Et donc de se libérer de leur blocage et ou d'avancer avec les compétences existantes vers leur vision et leur mission de vie. Ouais. Et ça va beaucoup m'intéresser après qu'on aille sur la partie entrepreneuriale, mais on ira après. Euh, quand accompagnes des personnes avec des enjeux importants, que ce soit des managers ou on va prendre Baptiste Chassagne, mais des trailers, parce que moi ça me parle, où les enjeux, la pression, elle est forte. Enfin, lui, encore plus. C'est quoi le point? Moi, je suis curieux. C'est quoi le point de départ? Comment ça marche? Il arrive, salut Anne, je veux faire deuxième UTMB, tu m'accompagnes? Enfin, comment ça marche? C'est quoi le point de départ et comment tu l'accompagnes? Alors déjà, s'il me dit je veux faire deuxième de l'UTMB, je lui coupe l'herbe sous le pied direct. Parce que je lui explique qu'un classement, il n'en est pas responsable, donc il va falloir se détacher de ça direct. Parce Mhm. que fixer un objectif sur un truc qui n'est pas dépendant de soi, c'est chaud. Ouais, Donc déjà, un classement, moi, ça n'arrive jamais. ok. C'est-à-dire que, si on a le droit de le dire, hein, toile de fond, si au bout du bout, je suis champion du monde, c'est cool, mais
ça peut être le troisième, quatrième truc qu'on va annoncer. Ok. Et après, moi, je vais évidemment questionner pour savoir d'où on part et vers quoi la personne a envie d'aller. Et je dis bien vers quoi. Alors, Ouais. moi, je construis une direction plus qu'une destination. Eh ouais, d'accord. C'est le fameux. Ouais, c'est pas un objectif, c'est vraiment vers quoi. Ok. C'est quoi? Quelle différence concrètement? Ça ressemble à quoi dans la subtilité de la différence? Ben, en fait, souvent, la question que je vais poser, c'est à quoi tu veux contribuer. Ah Genre, ouais, quand tu c'est. seras au coin du feu, vieux, et que tu auras tes petits-enfants sur les genoux, finalement, tu auras envie de leur transmettre quoi? Tu auras envie de leur dire, si tu dois résumer ta vie en une phrase, tu leur diras quoi? C'est puissant là, hein, parce que Ouais. j'imagine que la réponse elle sort pas direct quoi. Non, elle sort pas direct. Ah Mais ouais. souvent, c'est ce qui va permettre, alors, il y a très souvent, quand j'en arrive à cette question-là, on a travaillé quand même un peu de conscience de soi et d'identité, justement. Mais c'est ce qui permet de sortir du paradigme de l'objectif permanent. Ouais, ouais, ouais. C'est finalement de se dire bah, que les objectifs deviennent des points de passage. C'est est-ce que Hmm, finalement, ce point de passage-là que j'ai choisi, est-ce qu'il sert ce grand truc dont je hmm. serai fière tout à la fin, quoi. Ouais, c'est super chouette. Et puis j'aime bien le côté, on se décorrèle un petit peu, on se détache de la motivation extrinsèque qu'on maîtrise pas. Alors on en revient à la responsabilité, d'ailleurs, Ouais. que Mm. tu as expliqué, qui est très présente chez toi. Et c'est quoi selon toi, toi qui les accompagnes, on va prendre les sportifs juste pour finir ce sujet, mais toi qui en vois, qui les accompagne, qui voit leur progression et leur évolution, pardon, c'est quoi la place? Parce que c'est que du mental, là, t'es pas sur de l'objectif technique sportif, on est d'accord, hein? Non, moi, je travaille que sur la partie mentale. Et du coup, c'est parce qu'en France, ça se développe de plus en plus, c'est présent, Ouais. mais ça se développe de plus en plus. Mm. C'est quoi la place, selon toi, dans la performance de l'aspect mental? Alors, c'est variable parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'en ressentent pas le besoin. Hmm. C'est-à-dire que moi, je suis pas de ceux qui créent des problèmes là où il y en a pas. Enfin, si t'as pas l'impression d'en avoir besoin, bah, mais vas-y, en fait, on continue. Donc, maintenant, moi, je vois la différence entre quelqu'un que j'accompagne et ce qu'il a fait avant, et quelqu'un que j'accompagne et ce qu'il fait après. Hmm. Et quand le seul paramètre qui a changé, c'est la prépa mentale, ben, on se rend bien compte qu'il y a un gap ou un cap qui est passé et que ben, si on met tout aligné, c'est en partie grâce à la prépa mentale qui est venue mettre la cerise sur le gâteau. Et finalement, moi, j'ai l'impression d'être un catalyseur. Hmm. C'est-à-dire que je vais être un peu brute, mais en même temps, on a compris que c'était comme ça que je fonctionnais. La prépa mentale ou le coaching mental transforme pas un poney en cheval de course, hein. Hmm, bien sûr, ouais. C'est-à-dire, Oui. moi, je travaille mentalement, mais je ferai jamais le marathon en 2 heures et demie, hein. Même pas en 3 heures et demie, je pense. C'est dur le Donc, marathon. c'est du marathon. Mais tu vois, il y a quand même le coaching mental va venir optimiser un existant. Ouais. Et souvent, c'est là, pour moi, il y a vraiment, c'est du réglage et de l'optimisation. Et Ok. je pense que c'est essentiel. Et du coup, c'est de là que tu viens, tu sors un peu bah, le livre que tu as sorti, ce côté, bah, en fait, il y a déjà un existant, on va travailler là-dessus, et on va optimiser, on va prendre la bonne direction, et on va voir celle qui convient le plus, un peu au why, au pourquoi du à quoi tu veux contribuer, quoi. Exactement. Moi, c'est mon credo. Ouais. Et du coup, ça enlève aussi de la rigidité. Moi, mon credo, c'est fait avec ce que tu as. On verra bien ce que ça produit. Puis ensuite, à partir du résultat de ce que tu auras produit, on verra comment est-ce qu'on peut encore optimiser. Ouais, ouais. Tu Et vois, pourquoi c'est finalement chaque truc que tu produis, c'est une nouvelle expérience qui est source de capitalisation d'enseignement et sur la base de laquelle on va pouvoir construire encore et encore. c'est t'as une si t'as pas, c'est pas grave, mais t'as une anecdote d'un sportif ou ce genre de choses avec des enjeux importants, une anecdote autour de ton accompagnement ou autre à nous partager? Euh, alors j'en ai des drôles, si tu veux. Bah, c'est encore mieux. Ouais, alors moi j'ai accompagné, je te disais, plein de sports et j'ai notamment accompagné, j'accompagne toujours d'ailleurs, un cycliste qui fait de l'ultra-endurance. Ok. Donc ça, c'est assez incroyable comme sport parce que bah, c'est des personnes qui vont faire 1500 bornes dans le désert marocain en quasi totale autonomie. Normal. Ouais, c'est quand même encore une strate différente, sauf même que l'ultra trail. Mm. Et évidemment, moi, j'accompagne sur plein de paramètres, donc la motivation, la gestion de l'énergie, on va même travailler le sommeil, comment est-ce que je vais faire pour m'endormir rapidement et me réveiller rapidement. Donc, on va travailler un peu sur le même principe que l'écart en voile. Et puis, ce sportif-là, à un moment, on avait vachement bossé sur la préparation de sa course. Alors, c'était pas une course, en l'occurrence, il cherchait à battre un record Mm. sur un segment.
Et en fait, je lui dis, bah finalement, là, maintenant, c'est quoi le seul truc qui pourrait t'empêcher d'y arriver, en fait? C'est quoi le seul frein? Et en bon cycliste, il me dit, bah en fait, d'avoir mal aux fesses, quoi. C'est vrai. Et on a du coup fait une séance totale sur comment faire. Enfin, on a travaillé mentalement sur la gestion de la douleur liée à ça, quoi. Ça devait être sympa. Et ça, j'avoue que j'ai beaucoup rigolé ce jour-là. Ça fait partie des anecdotes qui me font encore marrer aujourd'hui et avec sur laquelle on rigole encore avec lui. Ouais. Parce que pour le coup, même après 2 ans, c'est un outil mental qu'il utilise encore. C'est, c'est, euh, J'imagine ceux qui écoutent qui se disent, mais comment est-ce qu'on travaille ça? Et c'est là toute la puissance, en partie de la PNL, ou de la programmation neurolinguistique, pardon, j'imagine que tu as utilisé, et Oui. l'expérience, je pense aussi, et la relation de confiance que tu crées avec la personne, et du coup, tout ce qui se génère au milieu de tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut être en confiance pour dire bah, je risque d'avoir mal aux fesses, tu vois. Et puis oui, effectivement, moi, c'est dans ces moments-là que j'adore en fait travailler parce que bah, je me fais prendre au dépourvu et je Hmm. suis justement obligée moi aussi de faire avec. Donc de me dire, bah, en fait, avec les compétences que j'ai dans l'instant, bah, va bien falloir que je trouve un truc pour l'aider. Et ça m'oblige aussi à m'adapter. Et ce jour-là, c'est ce que j'ai fait. Et oui, j'ai utilisé la programmation neurolinguistique sur de la gestion de douleur, parce que la douleur, c'est un signal, hein. Ouais. Donc après, la manière dont on ressent la douleur, on est pleinement responsable justement de la manière dont on la ressent. Et on a travaillé mentalement sur sa capacité à endormir quasiment totalement la douleur. C'est fou. C'est fou la place qu'a le mental. C'est quoi que tu kiffes le plus dans ton activité? Alors déjà, la diversité, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de ne pas avoir de cible. Mhm. Parce que j'ai des journées où parfois je vais aller animer un atelier collectif de leadership avec des managers le matin et l'après-midi, je vais travailler sur une libération de schéma inconscient d'une personne qui a un blocage depuis des années. Puis après, je vais travailler sur une stratégie de course avec un athlète. Et enfin, c'est génial, quoi. Moi qui déteste m'ennuyer, c'est juste ouf. Et puis, ce que j'aime, c'est les retours des gens. Moi, quand j'ai Ouais. des messages de gens qui me disent, mais purée, mais enfin, je me sens tellement mieux, quoi. Et ça, c'est ce qui me touche le plus. Ouais, la Et c'est gratitude de. ouais, ouais, Ouais. c'est parce que enfin, moi, c'est le sens que je donne en fait. C'est mon côté un peu bisounours. Je pense que si individuellement on est bien dans nos baskets, on est des gens un peu moins cons, Mm. et que si on est moins cons individuellement, on est un peu plus sympa avec les autres, et que peut-être ça peut inspirer d'autres gens à être moins cons eux-mêmes, et que l'effet papillon, tu vois, au bout d'un moment, on sera peut-être un peu tous moins cons. Tu pars du principe qu'on est con alors. Ouais, Bon, mais alors il y des a fois, pas moi, mal je de le cons, il suis. y a pas mal de cons, on est d'accord. Ouais, moi, je suis une gentille conne, je crois. Mais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà, tu vois ce que Oui, je veux bien dire, sûr, c'est ce évident, côté. Je pense que évident. quand on est aigri, pas bien dans ses baskets, on fait pas du bien autour de soi. Et je Hmm. me dis, quelqu'un qui va bien, il fait du bien autour de lui. En tout cas, il a une énergie qui fait du bien. Et ça, c'est mon credo, en fait. Des gens, j'ai envie que les gens aillent bien, en fait. Qu'ils kiffent leur vie Ouais, et que non, ce soit mais cool, quoi. on a un des métiers les plus beaux du monde, quoi. On contribue à quelque chose de plus grand qui est le bien-être collectif. Et effectivement, pour pouvoir se tourner vers l'autre, il faut déjà réussir à se tourner vers soi. Ce qui est très présent aussi dans ton discours, je trouve qu'il y a beaucoup ce côté apprendre à se connaître, à se développer soi pour développer les relations avec les autres. Mm. Et dans la performance, la manière dont tu la traites, là encore, c'est quoi l'existant? Donc déjà, regarde ce qu'il y a là. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le nom de ta boîte, c'est Happy Perf. Enfin, ta boîte ou Oui, le nom commercial, Happy. Donc il y a oui. déjà le côté. Pourquoi Happy? Pourquoi? Bah, pour le bonheur, en fait, la baseline de ma boîte, c'est le bonheur au service de la performance. Ah ouais, Donc, ok. j'ai pas mis le plaisir, sinon c'était un peu chelou, mais c'est Happy Perf, c'est le bonheur au service de la performance. En fait, j'ai été, euh, dès mes premières années de management, pour moi, ça a été un des leviers principaux. En fait, je me suis dit, si les gens sont bien dans leur basket, Hmm. ben, en fait, ils auront plus envie de faire des choses, quoi. Ouais. Et peu importe le job qu'on fait. Allez, une question qui. Ça va être compliqué d'en tirer la substance de quelque chose, mais si tu devais donner un conseil à n'importe qui pour être bien dans ses baskets. Identifier ce qui fait qu'il va bien ou ce qui va pas bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans son environnement ou dans son attitude qui fait qu'il se sent bien ou pas. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il fait finalement pour être pleinement dans l'instant présent avec ses capacités du moment? Qu'est-ce qui fait que tu vas bien ou qu'est-ce qui fait que tu vas pas bien? Ouais. Et qu'est-ce que tu dis aux personnes qui pourraient répondre à ça? Bah, c'est extérieur, c'est des relations.
toxiques, quand tu dis environnement, bah, voilà, des relations toxiques. Tu leur dis quoi, ces gens? Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que cette personne te touche en fait? Qu'est-ce qui fait que la personne, en faisant ce qu'elle fait, elle a un impact sur toi? Hmm. C'est qu'est-ce qu'elle vient chercher chez toi, qui gratouille, qui chatouille et qui fait que ça produit une réaction. Ouais, toujours tourner vers elle, j'aime bien. Eh ouais, Toujours, ouais. Parce que de c'est toute façon, tu contrôles toi, pas l'autre, quoi. exactement. Et ouais, toi, à titre personnel, tu considères que, j'allais dire, tu as atteint une maturité, c'est nul, mais tu considères que, je vais la faire à l'inverse, tu penses que tu as encore des blocages ou des problématiques, des choses que tu n'as pas réglées, par exemple? Ouais, 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 complètement. Et certains avec lesquels je cohabite hyper bien. Tu veux nous donner un exemple? Bah, en fait, il y a moi, j'ai encore des choses qui sont liées au regard des autres, à la valorisation et à l'exposition. Tu vois, j'ai toujours, Ouais. si j'ai pas de retour, bah, je me sens pas toujours à l'aise. Je me dis, est-ce que vraiment ce que je fais, ça a du sens? Tu vois. Et en même temps, ce blocage-là, il me permet de prendre mon temps. C'est-à-dire de faire étape par étape et de pas me jeter dans le bain ou dans le grand bain trop vite. Tu vois, Ah. il me protège un peu, tu vois. À la fois, je le craque au fur et à mesure et en même temps, il me permet de me dire, ouais, vas-y, tranquille, en fait. Ouais, parce que tu disais, tu as quand même ce côté où tu aimes passer à l'action et puis advienne que pourra, et en même temps, tu as cette partie de toi qui te retient pour dire gaffe quand même, quoi. Bah, en fait, le advienne que pourra, il intervient si finalement personne me dit si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est-à-dire, si tu n'as pas la possibilité de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, et donc Non, tu si sais je que tu suis peux. capable d'auto-évaluer si c'est bien ou pas bien. Ah oui, C'est-à-dire ok. que je vais passer à l'action si le résultat de l'action dépend uniquement de moi et que finalement je m'en fiche de ce que les gens pourraient penser. Ok, d'accord. Ouais, c'est super intéressant. Ce serait quoi la prochaine? Est-ce que tu as identifié des steps comme ça dans ton activité, ou même dans ta vie, mais on va dire activité pro, que tu n'oses pas encore franchir, ou que la partie de toi te retient encore un petit peu en disant vas-y, mollo quand même. Ouais, bah, tu vois, LinkedIn, je suis pas hyper présente, quoi. Tu C'est vois. vrai, c'est vrai. T'y es pas d'ailleurs. Alors, enfin, si, Non, t'y es un un petit petit peu. peu de temps en temps, je bouge la main et je redescends. Je bouge la main. Et je m'en vais. Tu vois, c'est Pourquoi? ça. Parce que c'est un réseau sur lequel je me sens pas encore à l'aise, tu vois, Ok. où je comprends le sens, je comprends l'intérêt, et en même temps, le pourquoi je le ferais est pas complètement aligné avec qui je suis. D'accord. C'est-à-dire que je dénigre pas du tout LinkedIn et les gens qui utilisent LinkedIn. Moi, je suis admirative des gens qui le font vraiment. Et bravo, Cédric, pour ce que tu fais. Mais tu vois, enfin, même sur Instagram, sur lequel je suis plus présente, en fait, je n'aime pas me vendre. T'aimes pas C'est-à-dire te que vendre, j'aime faire d'accord. passer des messages, j'aime contribuer, échanger, partager. Par contre, quand il s'agit de vendre ce que je fais, il n'y a plus personne. C'est quoi la croyance qu'il y a derrière? Je pense qu'il n'y a même pas de croyance. C'est que si que je fais chier les gens, en fait, que j'ai pas, ils ont pas. Bah, Si, c'est forcément une croyance. alors, peut-être, on se Et rappellera tu, Cédric pour et... les démonter. Non, non, mais on peut continuer comme ça. Non, non, mais attends, on a tous nos plafonds de verre et nos paliers à passer, quel que soit, enfin, ça se situe sur différents points chez chacun. C'est l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on les touche très vite, donc on se Mm. confronte très vite à nos peurs. Et c'est aussi le côté hyper stimulant, c'est qu'en fait, quelque part, on crève ces plafonds, on dépasse nos peurs et on apprend énormément sur soi. Et Ouais. c'est pour ça que j'aime bien poser ces questions-là sur la partie entrepreneuriale. C'est forcément qu'il y a des croyances derrière des choses qui nous empêchent de faire des choses en général. Et du coup, t'aimes pas vendre, ok. Et comment tu gères ton exposition sur Instagram? Parce que tu t'exposes sur Mm. Instagram. Comment tu gères ça? Mais je trouve que sur Instagram, il y a un côté un peu plus ludique, en fait. Ok. Le réseau me correspond mieux parce que, comme je disais, je suis un peu brute, j'ai parfois un vocabulaire qui est pas très châtié. Enfin, et je suis assez à l'aise avec ça. Tu vois, c'est ma manière de fonctionner. Et même quand j'accompagne des gens, volontairement, parfois, j'utilise un langage familier pour générer des ruptures de pattern, quoi. Enfin, pour faire Hmm. bugger. Donc, ça me va hyper bien. Et en fait, sur Instagram, du coup, je le gère très bien parce que j'ai l'impression que il y a moins de jugement, mais c'est ma croyance, hein. Et que c'est OK d'être un peu déjanté, quoi. C'est marrant parce que ce côté brut ou déjanté, que je te reconnais, enfin, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est quelque chose que je te reconnais.
Euh, j'ai une question plutôt qu'un constat. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose que tu as réussi à assumer et affirmer avec le temps? Et si oui, comment t'as fait? Alors, en l'occurrence, je l'ai travaillé, ça. C'est-à-dire qu'il y a eu l'année dernière, je travaillais sur un accompagnement en ligne, D'accord. justement, parce que je voulais vraiment pouvoir proposer un accompagnement complet mental à des personnes qui n'ont pas forcément accès à un coach mental sur un rythme plus régulier ou sur un investissement important. Plus cher, ouais. Et ça nécessitait que je me mette devant une caméra. Ok. Et c'était hyper flippant. Enfin, je procrastinais le truc. Enfin, j'ai été obligée de caler une date avec un vidéaste et pour m'obliger à passer à l'action sur la rédaction des scripts. Et j'étais tétanisée à l'idée de me mettre devant une caméra. Hmm. Et du coup, j'ai fait appel à une collègue pour me faire débugger, quoi. Pour me dire, là, je lui ai dit, j'ai besoin. Là, maintenant, le blocage est trop présent par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et on a fait 2 séances et je suis passée devant la caméra, quoi. Et aujourd'hui, tu t'en es libéré? Enfin, tu Ouais, assumes pleinement ce côté ouais, brut, déjanté, tout ça? ouais. En quoi c'est une force pour toi d'être comme ça? Bah, parce que on parlait d'exemplarité managériale tout à l'heure, et il y a aussi un côté exemplarité en règle générale. En fait, moi, j'accompagne les gens à assumer qui ils sont, à être bien dans leur basket et à se libérer de ce que pensent les gens. Donc, si moi, je suis bloquée sur une espèce de fausse image ou un truc qui me représente pas et qui correspond à des cases ou à ce qu'on attend de moi, bah, du coup, j'ai aucune légitimité à expliquer aux gens, vas-y, kiffe ta vie, on s'en fout, quoi. Mhm. Et je te confirme que j'adore ton contenu, tu lâches vraiment la bride. Et je suis pas le seul à te l'avoir dit. J'ai vu une fois Mm. quelqu'un qui t'a commenté quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si tu mettais ce côté brut et déjanté au service de la vente? Euh, Ouais, je pense que je l'oserais plus, en fait. Pour le coup, je l'oserais démarcher. J'en aurais finalement rien à foutre de me prendre des portes, quoi. Hmm. Aujourd'hui, je ne fais pas du tout de prospection. Mais genre zéro, quoi. Comment Never. tu... Never ever. Never, Comment never ever. tu... Non, juste never. Je ne suis pas fermée au fait de le faire un jour. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que euh, quelque part, ces croyances de penser qu'on dérange nous empêchent, oui, A plus B, c'est le côté, oui, de vendre, mais derrière, c'est d'impacter des personnes aussi. Oui. Si j'élargis la chose, c'est, bah, du coup, tu prives tes clients de ce que tu sais faire. Et du coup, c'est un peu con. Si on, encore une fois, tout est question de perspective, tu sais, Oui. comme moi, comment marche la PNL et le cerveau. Et euh, la question que je voulais te poser, comment aujourd'hui, du coup, toi, tu développes ton activité, ton business, comment les gens comment ça marche, comment tu fais de l'acquisition client, en fait? Alors, sur la partie entreprise, en fait, quand quelqu'un est satisfait de ma prestation, ce qui est le cas souvent, j'ai de la chance. Enfin, en tout cas, a C'est dû à priori, je toi. fais ce qu'il faut pour la provoquer. En fait, je lui demande de me donner le nom de 3 personnes à qui il veut offrir ce cadeau. Ah, Ça, c'est ma ça, manière de c'est smart, prospecter. ça. Attends, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent. Quand tu fais une prestation, à la fin, tu demandes à la personne, il te... Refais-la moi? En fait, le commanditaire, je vais systématiquement lui demander un débrief à la fin. Ouais. Et je vais dire, bah voilà, maintenant, toi, tu es assez satisfait de ce que j'ai produit, de ce que ça a généré sur tes équipes. Bah, donne-moi le nom de 3 personnes qui seraient contentes de vivre ça aussi. Et quand tu dis donne-moi le nom, c'est il te les donne, tu les contactes, ou il te met en relation? C'est quoi le process En après? fonction de ce avec quoi ils sont à l'aise. Ok. La plupart du temps, ils me mettent en relation. Qu'est-ce qui fait que là, t'as pas peur de lui dire ça? Parce que c'est de la vente. Ouais, mais parce qu'en fait, la personne, elle sait déjà ce que je fais. Ah, donc c'est Elle parce va que... déjà attester de la qualité de mon travail. Donc, enfin, c'est transformation quasi totale, quoi. Ouais, mais l'autre que tu pourrais acquérir ne sait pas ce que tu fais. Si je le connais pas du tout, non, effectivement. Mais si c'est passé par quelqu'un qui me met en relation, bah évidemment, si moi j'appelle en disant, écoute, moi j'ai bossé avec Cédric, il est génial, je sais que tu cherches une formation pour tes managers ou un accompagnement pour tes managers, vas-y, Anne, elle va t'appeler, au moins reçois-la, bah c'est vachement plus facile, quoi. On est d'accord, c'est plus facile. Mais ok, donc il y a un intermédiaire. Et du coup, donc tu fais ça, super intéressant. Retenez bien, je trouve que on peut le faire à tous les niveaux, en B2B, B2C, ça doit marcher pareil. Oui. Et quoi d'autre du coup? Et après, moi sur la partie particulier, c'est que du bouche à oreille. Que du bouche à oreille. Ouais, c'est que du bouche à oreille.
Alors, il y a un peu de réseau, là, de plus en plus, parce qu'effectivement, je suis un peu plus active depuis quelques mois, donc des gens qui me connaissent sur les réseaux et qui, du coup, me contactent pour échanger et envisager un accompagnement. Et ensuite, c'est du bouche à oreille. Ce qui me revient régulièrement, c'est ouais, je sais que tu as accompagné telle personne et Hmm. j'ai vu le changement sur cette personne, j'ai vu à quel point elle kiffe sa vie et moi aussi je veux kiffer la mienne, quoi. Ça, c'est pas mal comme preuve sociale. Elle kiffe, moi, sa vie, moi aussi, je veux kiffer. Et du coup, bah, si tu devais mener une action que tu ne ferais pas encore, ce serait laquelle pour développer encore plus ce que tu réalises? Pour le coup, là, moi, ça fait partie des projets d'être un peu plus présente sur LinkedIn, justement, Ok. parce que c'est un levier, on le sait. Il faut que je passe le blocage d'avoir l'impression d'être la énième page de catalogue de quelqu'un qui se vend. Je suis un peu brute. Non, c'est très juste, c'est très bien. Et tu vois, j'ai été beaucoup touchée par un post LinkedIn de quelqu'un que tu connais très bien, qui est Christophe Bichet, Bien sûr, ouais. qui est très inspirant et qui a fait un post en expliquant que justement les templates qu'il avait utilisés avaient énormément marché et que finalement ça lui correspondait plus et qu'il préférait être lui-même et qu'au début ça avait moins transformé, mais qu'au bout du bout, être lui-même en fait lui avait permis de générer des conférences. Et tu vois, il m'a fait beaucoup de bien son post. Hmm. Ah ouais, du Parce bien que je me carrément. suis dit, ouais, du bien carrément, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai peut-être pas besoin absolument d'utiliser ChatGPT et de faire des posts tout propres, tout nickel avec les bons émoticônes et les bons hashtags. Ce que je déconseille fortement. Voilà. Mais que c'est un peu, moi j'ai un peu l'impression que c'est ça, tu vois, que c'est devenu un peu ça et ça me parle pas. Et je me dis, bah en fait, après tout, bah, le prochain step, c'est finalement fait sur LinkedIn, qui est un peu plus, un réseau plus professionnel, exactement la même chose que tu fais, ce que tu fais sur Insta, Hmm. peut-être juste sur un format différent. Mais en tout cas, passe les mêmes messages, quoi. Et tant pis si ça. Mais en fait, c'est marrant enfin, c'est marrant, non? Il y a beaucoup cette crainte sur ce réseau encore bah, j'imagine que c'est lié peut-être à l'image que tu en as qui est voilà, le côté très sérieux, très pro, etc. Alors qu'en fait, en plus, tu as du contenu, toi, sur Instagram, que tu pourrais Mm. remettre sur LinkedIn. Donc, tu n'auras même Oui, pas, au départ, en tout cas, cet effort créatif. oui. Donc, tu pourrais faire ça. Et Mm. ouais, ouais, je comprends que son poste, t'es soulagé ou t'es ouvert une porte dans le côté, en fait, sois toi, déjà, c'est déjà pas mal, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, exactement. Et puis, pour le coup, c'est un peu ton credo, quoi, de sois toi, kiffe et tu vois ce qui se passe, quoi. Exactement. Moi, je pense que tu as une place. Et je pense que plus tu insisteras sur ce côté brut et déjanté, plus ça plaira. Non, mais clairement, il ne s'agit pas de caricaturer les étiquettes qu'on a ou qu'on peut se donner, mais simplement d'appuyer là où on se sent le mieux, plus naturel. Et Mm. c'est ton discours, c'est ton histoire, c'est toi, enfin, quelque part. Oui. Et c'est ce qui fait ta singularité, je trouve. D'ailleurs, euh, c'est- comment tu vois ce serait quoi la suite, l'idéal pour toi enfin, j'ai du mal à poser la question. Ce serait quoi pour toi une suite idéale dans ton activité professionnelle? Ah ouais, là, t'as 4 heures là parce que j'ai plein de projets. Donc. J'ai 5 heures. En fait, il y a des steps que j'envisage. Après, tu l'as compris, moi j'ai une vision et je verrai aussi au fur et à mesure des choses qui se présenteront sur mon chemin. Parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées les derniers mois que j'avais pas du tout prévues. Et on parlait du bouquin tout à l'heure. Hmm, C'était pas du tout dans mes plans d'écrire un livre, hein. Ça faisait pas du tout partie de mes projets. Et j'ai été démarchée par une maison d'édition. Donc, trop bien. et la question que je me suis posée, c'est est-ce que ce truc-là est en lien avec ta vision et le sens de ta vie et de ce que tu voudras raconter à tes gosses plus tard au coin du feu? Et je dis OK, oui. Donc, ça mérite de prendre le temps. Donc, il y a le bouquin qui sortira au mois de mars. Ok. Et ensuite, bah, il y a un projet de conférence. Donc, l'idée, Yes. c'est d'impacter un peu plus, de transmettre ce message. Donc, il y a un projet de conférence en individuel. Et il se pourrait qu'il y ait un projet de conférence aussi en binôme avec une autre personne. Donc, ça, c'est encore à voir. Je ne peux pas trop en parler. Et il y a un autre accompagnement en ligne qui sortira en 2025, un peu plus simple que celui que j'avais fait maintenant. Enfin, ça fait partie des choses. Moi, j'aime bien quand tout est hyper complet, quand il y a plein de documentation, quand c'est hyper riche. Mais l'accompagnement qui existe actuellement en ligne, il est presque trop complet. Hmm. Enfin, il demande vachement d'investissement. C'est un truc qui se fait sur au moins 12 semaines Ah oui. et qui nécessite vraiment du boulot. Donc, c'est le retour que j'ai. C'est génial, mais ça demande de l'énergie. Donc, il y aura un accompagnement version 1, un peu simplifié aussi,
pour les gens qui découvrent le coaching mental. Et puis, il y a des projets au bout du bout de former des gens à la méthode Happy Perf, parce qu'aujourd'hui, il y a une méthode Happy Perf qui est déposée Ok, je savais pas. et j'aimerais bien en fait former des mini-mois qui C'est chouette deviendront ça. des grands mois et qui se dépasseront, qui seront vachement meilleurs que moi. Parce que la frustration que j'ai aujourd'hui, c'est que dans la partie sportive, je peux pas accompagner tout le monde. Enfin, je peux pas satisfaire toute la demande. Et au-delà de pas satisfaire toute la demande, quand on arrive au niveau sport de haut niveau, Mhm. il y a une notion de concurrence qui rentre en ligne de compte. Et nos sportifs élites sont un peu princesses. Ils aiment bien avoir leur propre préparateur mental et ils ne veulent pas que le préparateur mental il s'occupe du concurrent. Ah ouais. Et du coup, ça permettrait de développer la méthode auprès de plus de monde et sans risquer le côté concurrence. Ouais, ok. Et donc du coup, conférence, développement d'une nouvelle plateforme, Ouais. passage en mode, j'allais dire franchise, c'est pas franchise, mais former pour acquérir la méthode, et puis ce serait juste former, enfin le business model serait juste former ou développer une franchise, parce que ça pourrait être ça aussi. Et je t'avoue que je me suis pas encore plongée exactement sur la manière dont je pourrais faire les choses. Moi, tu sais, Hmm. j'ai déjà potassé le programme de formation, mais par contre, la manière dont je vais le mettre en œuvre, si tu veux, c'est pas encore ça. Tu vois, je pars de l'existant et après, on construit au fur et à Bah voilà. mesure. Je ne sais pas si ce serait une franchise parce que moi, je suis très, comment dire, j'aime beaucoup produire de la qualité. Mhm. C'est important pour moi. Et j'aimerais quand même pouvoir garantir le niveau des personnes que je vais former. Donc, je pense que ils seront tous indépendants et il y aura un suivi avec de l'analyse de pratique, etc. Et je ne sais pas du coup si c'est de la franchise ou pas. D'accord. Parce que j'ai pas envie d'avoir plein de petits coachs à pipère dans la nature qui disent je fais la même méthode que Anne, mais en fait la fassent pas Ouais. selon l'ADN initial. Parce qu'après, ils le feront à leur manière, donc avec leur personnalité. Mais par contre, il y a quand même une structure dans l'accompagnement qui est nécessaire de garantir. Ouais, bien sûr. Ouais, donc pas mal d'enjeux pour toi quand même à venir. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que la Anne grand-mère dirait à ses petits-enfants au coin du feu? Je te remercie pour cette question, parce que moi, on me la pose pas souvent. Faites ce que vous aimez. Voilà, faites ce que vous aimez, faites ce qui fait sens pour vous, et vous verrez que la vie vous sourira, quoi. Et que les portes s'ouvriront. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dis ça? Ah, mais tu vois, tu l'entends. Tu vois, je suis émue. Je vois. Merci de cette émotion que tu me livres là tout de suite. C'est, faites ce que vous aimez. Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui s'autorisent pas à faire ce qu'ils aiment aujourd'hui? Euh, alors, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y en a, ouais, Hmm. qui font ce qu'on attend d'eux. Alors, des fois, ce qu'on attend de nous est aussi ce qu'on aime, hein. C'est OK. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent dans un cadre ou dans un moule et qui en sont prisonniers à un moment. Et c'est Hmm. dommage. Parce que déjà, les moules, voilà, quand tu es coincé dans un moule, si tu veux, c'est un peu comme dans un jean trop serré, hein, c'est quand même pas super confortable. Et puis, je pense que c'est un levier. C'est-à-dire que enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai vécu mon parcours. C'est-à-dire que j'ai pas forcément cherché les trucs qui me sont arrivés. Par contre, je me suis épanouie dans ce que je faisais et j'ai l'impression, c'est aussi une croyance, mais qui est aidante pour le coup aujourd'hui, c'est que l'énergie que j'ai envoyée, elle a été communicative en fait. Et que les trucs qui sont arrivés, c'est un peu la loi de l'attraction. C'est en fait finalement, j'ai pas démarché, mais c'est arrivé quoi. Hmm. Parce qu'en fait, je pense que des fois, je transpire tellement ce que je ressens que les trucs, ils arrivent quoi. J'ai l'impression d'être un aimant des fois, je chope des trucs. T'as un frigo. Ouais. Euh, voilà, pour le côté aimant, J'ai hein. Pour failli le côté rebondir, aimant, hein. Cédric. Faut pas me chauffer sur ce genre de blague. Et tu crois que qu'est-ce qu'elle dirait de toi, la petite meuf que t'étais là, si elle te voyait? Ouais, je pense qu'elle serait fière. Ouais. Ouais. Merci Anne. Je vais te poser encore deux, trois questions. Il y a un truc que je ressens quand je te vois et que je t'écoute, mais peut-être c'est un effet miroir qui ne devrait pas avoir lieu ou être, mais il y a ce côté un peu, cette impression qu'il y a eu un moment de vie plus jeune,
un petit peu où il fallait jouer des coudes, on va dire ça comme ça, trouver sa place, qui t'a permis aujourd'hui, entre autres, de développer cette capacité à, je trouve que tu es vive dans les Mm. réactions, tu es vive dans les réponses, tu es vive dans la réflexion, tu es vive dans la manière dont tu modélises aussi tes idées. Et j'ai eu ça aussi un petit peu, moi, dans ma jeunesse. Alors, on a tous nos histoires, hein, peu importe. Mm. Mais ce côté, c'est un peu ce côté, t'as l'impression où tu dois faire attention à tout, tu sais, quand t'es jeune, parce que l'environnement, il est quand même pas hyper safe, quoi, tu vois, pas hyper Mm. safe. Et donc, tu développes un peu des capacités un peu à la Spider-Man, tu sais, quand tu vois le danger arriver. Et c'est marrant, je retrouve ça chez toi. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais Mm. tu sais, je me connecte beaucoup à ce que je ressens et à ce que, enfin voilà. Et donc, je te le livre comme ça. Mm. Euh, donc c'est vraiment un plaisir et un bonheur d'échanger avec toi, de par cette simplicité et par ce rebond. Je sais qu'on pourra aller très vite, très loin sur plein de conversations, mais le format nous l'empêche. Et en ça, c'est vraiment très agréable, très appréciable. J'aime beaucoup le fait que tu assumes beaucoup de choses et que tu me dises, bah moi j'ai pas de cible et ça marche et j'adore, parce que tant mieux. J'ai envie de te dire tant mieux. Et, euh, et, et c'est cool. Et parce que ce que tu fais, c'est chouette. Et parce que ça t'a permis de faire un livre. Et parce que ça va te permettre certainement de faire des conférences, donc pas une seconde. Et parce que j'espère que tu vas pouvoir transmettre ça à d'autres personnes. Et parce que tu as accompagné des sportifs. Et Dieu sait que j'aime le trail en tout cas. Et Dieu sait que je suis jaloux de toi, d'ailleurs, par rapport à ça. Sympa. Non, non, mais c'est vraiment chouette ce que tu fais. Et j'adore ce que tu fais. Et je pense que le monde gagnerait à te découvrir davantage. Voilà, ça c'est pour, non pas pour Bah, lever des croyances, mais je te le dis. Je te pose deux, trois questions avant de mm. terminer. Déjà, je vais te remercier quand même, Cédric, parce que Je te ce que laisserai le tu mot me de la dis fin me pour le faire. touche. Bah, Ouais, d'accord, non, ok. mais ouais, je te laisserai le mot de la fin, tu pourras, si tu veux le faire, mais c'est, voilà, c'est une sincérité, il n'y a pas de, j'ai rien préparé, tu me connais. Euh, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Alors, tu veux la version politiquement correcte des dernières larmes de joie ou des Non, larmes bah braquées? non, 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 je veux pas la politique correcte. Ah bon, alors déjà, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était tout à l'heure, tu vois, j'ai mes petites larmiches. Oui, bah oui, c'est vrai. Un an après, j'ai eu un truc pas cool là ces dernières semaines. J'ai perdu ma jument que j'avais depuis 18 ans, tu vois, que j'avais Ah ouais, achetée c'est à l'âge moche de ça. 3 ans, donc ma vieille jument de concours, et ça a été un peu dur, j'avoue. T'avais une demande depuis 3 ans, ah ouais. Elle avait 3 ans quand je l'ai achetée, Ouais, enfin et, oui, ouais. ouais, Hmm. et elle est décédée il y a une dizaine de jours, ouais, assez rapidement, donc c'est un peu, voilà, j'avoue, j'ai un peu pleuré. Et juste, ça m'amène une petite digression sur une question sur ce sujet-là. C'est quoi le lien, bah, le cheval, enfin, il y a un truc avec le, il y a les coaching, ça. C'est quoi le lien que tu as avec ça, Ouais. toi? Avec le cheval? Parce que moi, je sais pas, je connais pas. Ouais, ah ben, en fait, les chevaux sont l'animal qui a le moins de filtre émotionnel. C'est-à-dire Ok. qu'un cheval, ça te renvoie exactement l'état émotionnel dans lequel tu es. Ah, c'est fou. Zéro filtre, et ils sont d'une bienveillance qui est... moi, je connais pas un animal qui ait autant de bienveillance et d'accueil de l'autre inconditionnel. Ok. Et en termes d'énergie, bon, moi, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, mais moi, les chevaux m'ont apporté énormément tout au long de mon parcours. Et elle, c'était devenu ma meilleure pote, hein. Ça faisait, tu sais, Hmm. mon mec, il est arrivé après elle, hein. Donc, et puis il y a vraiment une relation avec l'animal qui est incroyable, et ouais, c'est vraiment un miroir émotionnel. Ouais. Et puis après, c'est un sport qui est particulier parce que, il n'y a aucun autre sport où il faut gérer un machin de 500 kilos, hein. Ouais, c'est vrai dit comme Et en ça. fait, demander à un truc de 500 kilos de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, tu as plutôt intérêt à lui demander de la bonne manière, quoi. Donc en termes de leadership, ils sont incroyables pour apprendre à affirmer correctement son leadership, hein. Ah, puis en termes de capacité à s'écouter, être à l'écoute de soi pour comprendre ce qu'il ressent aussi, du coup. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait des ateliers d'équicoaching, donc moi en tant que coach, mais avec une équicoach. D'accord. Moi, j'intervenais sur une partie et elle sur la partie équestre. Ouais, j'ai vu des choses se jouer dans le manège avec les chevaux, avec des équipes euh, hallucinants. À quel point les problèmes, les symptômes de l'équipe étaient traduits par les chevaux. Ah ouais, ça doit être super intéressant, C'est ça. génial, c'est génial. Toi, t'as jamais voulu développer ça, les coaching? Non, parce qu'il y en a qui le font très très bien. Hmm. Il y en a d'autres qui le font très bien. Et moi, j'aime bien être en support. Tu vois, moi, j'aime bien m'entourer. Ouais. Et que, bah, à la fois, effectivement, j'ai pas de cible aujourd'hui, mais en même temps, je peux pas non plus rajouter trop de choses parce que sinon, ce que je fais va devenir illisible.
Et je trouve ça assez chouette de bosser en binôme avec des gens qui ont une compétence que j'ai pas. Je suis d'accord. C'est bien aussi. Ouais. Ok, bah ouais, triste événement, et je suis sûr qu'elle a été heureuse en ta compagnie. J'en doute pas une seconde. C'est quoi bah du coup, c'est quoi la musique que t'écoutes quand ça va pas? Alors moi, j'écoute pas de musique quand je vais pas bien. C'est Tu vas courir. c'est c'est assez bizarre. En fait, j'écoute la musique de ma respiration quand je vais courir, quand je vais pas bien. Tu vois, c'est vraiment quand je vais pas bien, je me reconnecte à fond à moi, en fait, Ouais, et à ok, ma ressource intérieure. Donc, je vais surtout écouter. Je suis très auditive, moi, pour le coup, en PNL. ok. Donc, je vais écouter énormément le bruit de mes pas sur le chemin, ce qui se passe dans la nature, ma respiration. C'est les animaux qui bougent dans la forêt quand je passe. C'est un truc qui me fait vachement de bien, ça. Les trucs qui moi me font peur quoi. Ils sont pas, c'est des petits mouflons. Moi Oh, les mouflons. j'ai peur des poissons alors c'est pour te dire. Euh... Bon, on part de loin. Écoute, on fera Ouais, une on fera une séance séance. réciproque. Je veux bien. Moi, tu feras mes croyances et moi, je m'occuperai de tes poissons. Euh, ok, trop bien. Et d'ailleurs, un jour, il faudra qu'on se fasse un trail. Euh, Dernière question, c'est quoi? Quel livre tu nous conseillerais de lire? Si tu Ah, devais L'art en- subtil de s'en foutre de Mark Manson. Ça te va tellement bien. C'est une pépite. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, très À sympa. la fois, et qui paraît très léger et qui l'est pas du tout, en fait, qui est très profond. Ouais, je suis d'accord. Il est très storytellé à l'américaine et ça rend le côté léger, mais je pense qu'il faut savoir lire entre les lignes. C'est pas évident, je pense qu'il faut le lire même deux fois ce genre de livre. Ouais. Et puis en plus, édité dans la maison d'édition de mon futur bouquin. Donc, je Ah, ne peux c'est que quoi? recommander C'est Erol. laquelle? Erol. Erol. Ah, putain, quelle classe. En mars, t'as dit qu'il sortait, hein, c'est ça? Ouais. Trop bien. Le mot de la fin pour toi. Merci. C'était Plaisir. cool, Cédric. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, du Ok, coup, avec mes vidéos déjantées. Enfin, on pourra le faire encore plus. On peut me retrouver sur mon site web, parce que moi, pour le coup, j'ai développé un site web pour me faciliter la vie, où on retrouve tout ce que je fais, mais surtout une possibilité de prendre un rendez-vous découverte avec moi. ok. Donc, et il y a, voilà, je fonctionne uniquement, par le web. Et puis, peut me retrouver en entreprise, bientôt dans le bouquin, dans ton podcast, Cédric. Évidemment. Millions d'écouteurs. Réécoutez-les, parce que j'ai dit tellement de conneries, je parle tellement vite que ça vaudra peut-être le coup de l'écouter deux fois. Alors, tu parles vite, mais les conneries, j'en ai pas entendu. Ah, ça va Je alors. te rassure. Dans ton référentiel, ça va. Ouais, voilà. C'est dans mon référentiel. Je mettrai tout ça, du coup, en référence dans l'épisode. Merci beaucoup. Passe le bonjour à Baptiste Chassagne et consorts. Un jour peut-être que j'arriverai à courir au moins une demi-seconde à côté d'eux. J'aurai du mal, mais En marche arrière, ça va bien. voilà, peut-être si eux, ils sont en marche arrière. Merci beaucoup pour ce moment. C'était super chouette. Je vais te libérer. Et puis, ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode au moins autant que moi. À bientôt, Anne. À bientôt, Cédric.